s'étendent depuis les piémonts pyrénéens, des Corbières aux contreforts de la Montagne Noire, et forment ensemble un bien en série, candidat au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 8 forteresses de la sénéchaussée de Carcassonne offrent un témoignage unique du système défensif territorial construit au XIIIe et XIVe siècle par le roi de France pour contrôler la frontière aragonaise. Dans le langage et le jargon de l'UNESCO, il faut en premier lieu pouvoir justifier que le bien, ce qu'on appelle le bien, ces 8 forteresses ensemble sont dotées d'une valeur universelle exceptionnelle. Universelle dans le sens où, ben oui, c'est universel, ça transcende les frontières, donc ça mérite d'être reconnu à l'international. Et exceptionnelle dans le sens où il faut pouvoir justifier que ce qu'on propose à l'UNESCO, ça n'existe pas ailleurs. Que ce système de forteresse défensif à l'échelle territoriale, dans cet état d'intégrité, d'authenticité, administré par une plateforme centrale qui était Carcassonne, etc., l'analyse comparative internationale a montré qu'il n'y avait pas d'autres biens comme ça au monde. La multiplicité des châteaux et l'exigence de la procédure d'inscription invitent les porteurs de projets à mettre en œuvre des méthodes d'intervention communes sur tous les monuments. Elles couvrent des dimensions variées et doivent permettre la préservation de cette fameuse valeur universelle exceptionnelle. L'association Mission Patrimoine Mondial, mandatée par le département de l'Aude, coordonne cette démarche et intervient en conseil auprès des communes gestionnaires de sites. Différents corps de métiers interagissent alors, sous le regard vigilant des services de l'État. Cette candidature, on l'a fait avec les gens du village, avec le conseil municipal. Ce n'est pas une aventure que le maire mène seul. C'est le maire qui décide avec un groupe et avec l'association Mission Patrimoine et un architecte. Et donc on essaie de regarder quels sont les travaux dont le site a besoin. Au préalable à toute intervention, l'association Mission Patrimoine Mondial a systématisé les campagnes de relevé photographique des parties fragilisées pour chacun des sites. Par drone ou au sol, des milliers d'images sont captées sous de multiples angles. Ces données sont ensuite traitées en photogrammétrie pour la reconstitution des reliefs ou par orthophotographie qui les livre des images d'une très grande précision. Toutes ces données vont servir aux intervenants impliqués dans la conservation de l'édifice. Il y a une programmation, donc on travaille avec l'antenne de Montpellier de la DRAC, donc du ministère de la Culture. Donc on avait rendu donc un diagnostic à leur demande, établi un diagnostic général du château. On avait défini des tranches de travaux. Ce diagnostic a été relu, amendé, validé par donc les gens de la DRAC. Et ensuite, donc on avait défini un programme d'opération pour chaque tranche. Donc c'est une fois que le diagnostic, c'est vraiment la colonne vertébrale en fait de tout ce travail qui va s'étaler sur 15 ans, parce qu'il y a 12 tranches de travaux. 15-20 ans peut-être. Pour chaque tranche de travaux, et en fonction du diagnostic établi par l'architecte du patrimoine, c'est l'archéologie qui est sollicitée en premier lieu. C'est nous qui déterminons quel type d'études archéologiques doivent être faites. Donc on rédige un cahier des charges qui est transmis donc, à la commune et qui ensuite doit consulter des opérateurs en archéologie préventive, donc agréés par l'État, qui peuvent être privés ou publics. Et ces opérateurs répondent via un projet scientifique d'intervention que ensuite nous validons ou pas suivant la réponse au cahier des charges qui est faite. Alors l'opération actuelle qui s'appelle l'opération Toureste, du fait de la localisation de l'opération, consiste en fait au déblaiement des couches archéologiques qui se trouvent dans la tour orientale du château de Puy-Lorens, mais également ses abords, puisque où je me trouve à l'extérieur de la tour et il a fallu dégager cet espace puisque une grande partie du rocher n'était pas visible au début de l'opération. Donc là, on a mis en place en fait une articulation cohérente avec le service régional d'archéologie, qui ont leur propre règlement et leur propre fonctionnement.
Et du coup, là, sur ces 3 premières tranches de travaux, on a réussi en fait à articuler des sondages d'archéologie préventive qui nous ont permis de se dire, bon, bah là, dans tel endroit de la ruine, on va pouvoir décaisser de 30 cm. On n'est pas sur un substrat archéologique. Et ça, on essaye d'intercaler en fait à chaque tranche de travaux les fouilles ou sondages qui vont servir au projet de la tranche suivante. C'est vraiment pour nous, pour l'UNESCO, pour les autres forteresses royales, je pense que c'est vraiment un préalable indispensable et une organisation à mettre en place de manière générale et de manière, on va dire, un peu stéréotypée, parce que c'est à la fois un atout, mais ça peut devenir bloquant si ça ne fonctionne pas. Planification et coordination sont à la base de la méthode appliquée à Puylaurens. Diagnostic, fouilles préventives, études du bâti sont réalisées avant que ne commence le travail de restauration. Alors une étude architecturale, ça consiste essentiellement dans un phasage du mur en lui-même, de l'élévation. Le but, c'est véritablement d'identifier les différentes phases constructives qui ont permis d'arriver finalement à cette élévation telle qu'on l'aperçoit aujourd'hui. Donc on intervient pour dire, bon bah là, ce serait peut-être plus intéressant d'appliquer tel ou tel type de mortier pour faire ressortir justement cette phase historique. À tel autre endroit, on va plutôt faire des joints creux. Après, ça, c'est une définition qui se met en place en étroite collaboration avec les architectes aussi. Mais voilà, on essaie d'orienter un petit peu les partis pris architecturaux pour une valorisation aussi ultérieure du site et pour faire quelque chose de lisible aussi pour les visiteurs. Et tout à l'heure, Sophie me parlait de ça, me disait effectivement que les niveaux... L'entreprise est spécialisée dans la restauration de monuments historiques. Donc nos ouvriers, nos chefs d'équipe sont non seulement techniquement spécialisés, mais en plus ils sont sensibilisés au patrimoine. Donc ils savent lire et comprendre l'essentiel du monument. Pas tout, évidemment, ils ne sont pas archéologues. C'est très important. Ce château, c'est spécial parce qu'il est très ancien. Le travail qu'a fait le temps et les éléments, le vent, la pluie, le soleil. Et alors, nous, on essaye d'imiter tout ça. On a inventé un petit outil tout bête, une longue vis. Il est joint quand il est à point de tirer, on le pique. Et ça fait des éclats. Ça fait des éclats et il fait cette forme irrégulière qui accroche la lumière, il a des mouvements. On est ici sur des architectures militaires, on est sur des forteresses royales, et il y a eu des méthodes d'édification qui sont particulières, il faut pouvoir les mettre en valeur. On est aussi sur des monuments qui sont positionnés dans des situations escarpées, du coup qui donnent lieu à une ouverture paysagère absolument époustouflante. On est également sur des enjeux qui sont ceux de l'intégration, notamment de la végétation. On est sur des sites qui ne sont pas uniquement matériels, on est aussi sur des sites qui sont dans un environnement paysager très très fort. Ce qui était souligné par la commune de la Pradelle-Puylaurens et les agents du château, c'est que le rocher a tendance à disparaître sous la végétation. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que pour le visiteur et puis même pour l'ensemble des personnes du territoire, il est important de percevoir le château sur son rocher. Parce que le château et le rocher sont un seul et unique monument. D'ailleurs, c'est vraiment le bien qui est protégé monument historique, c'est le château et son rocher, puisque le rocher a permis de construire ce château. Donc c'est pour ça qu'il se fonde complètement dans le paysage. Donc on a œuvré dans le sens de redécouvrir en fait ce rocher. Nous, on a anticipé entre guillemets la gestion autour du château. Avant qu'il y ait cette demande-là et ce projet-là. Donc ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'on a intégré une gestion plus souple au niveau de tout ce qui est visible depuis le château. Les forêts en périphérie, c'est à peu près 3000 hectares et on a à peu près 300 hectares qui sont directement visibles depuis le château. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on fait une exploitation, il ne faut pas que ça se voie. La gestion d'un monument et l'anticipation d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO nécessitent aussi de tenir compte des enjeux liés à la fréquentation des sites et notamment à la sécurité des visiteurs.
Notre rôle à nous aujourd'hui, c'est de faire des prises de vue en 360 à l'aide de cette caméra de l'ensemble du site, de façon à le modéliser en 360. On pourra créer ainsi un plan étaré, c'est un plan d'établissement répertorié qui nous servira pour d'éventuelles interventions. Les plans étarés que l'on a en papier, ce sont des plans qu'on a pour des bâtiments, des structures spécifiques. Et ces plans étarés, si vous voulez, ils servent aux primo-intervenants, aux premiers pompiers qui arrivent sur les lieux, pour prendre les décisions nécessaires le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, on a un petit peu bricolé puisqu'on avait un agent d'accueil qui était le super-homme ou la super-femme. Et puis derrière, nous prenions des contractuels, soit des emplois aidés, soit des saisonniers. Mais là aussi, cette candidature nous a, pas obligés, mais nous a, comment je dirais, conseillé de prendre des gens beaucoup plus professionnels et vraiment liés à l'histoire, au tourisme, à l'archéologie. Donc aujourd'hui, on a 3 agents qui sont vraiment des purs châteaux de Puylaurens. Aujourd'hui, on a autour de 20 000 visiteurs, entre 20 et 25 000 visiteurs par an. On peut s'imaginer qu'on serait peut-être plus autour de 30 000 visiteurs. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper ces flux supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on a lancé notamment une étude économique et touristique pour prévoir un modèle en fait qui puisse absorber ces flux et puis prévoir un retour de cette clientèle aussi au village. Et peut-être que des commerces s'installeront par le futur dans le village aussi. Il ne faut pas oublier que d'abord le château, il est dans un village avec des habitants et il faut en tenir compte. Un des agents du site est un guide, donc on a développé toute une programmation de visites guidées. Peut-être que plus tard on pourra agrémenter la visite en rajoutant certaines parties, comme par exemple le 2e étage de la tour pour permettre justement de communiquer avec le conduit porte-voix qu'on a vu. Hormis la consolidation des édifices, le dossier de candidature comporte bien d'autres aspects. Le développement local doit être facilité avec, par exemple, la possibilité aux producteurs locaux de vendre leurs produits dans les boutiques installées à l'accueil des sites. De même, une réflexion est engagée pour donner et intégrer un volet social aux activités générées dans ces châteaux. Dans le cadre de la candidature, on souhaite développer une politique d'insertion systématique parce que des travaux sur les châteaux, il y en a quantité. Mais à côté de ça, il y a aussi d'autres tâches qui sont tout aussi intéressantes mais moins spécialisées, qui pourraient être confiées à des chantiers d'insertion ou à des actions de formation, voire à du bénévolat, etc. Et on souhaite arriver sur l'ensemble des chantiers qui vont avoir lieu à systématiser ce genre d'opération. La méthodologie qu'on est en train de mettre là en place sur un château, qui va être déclinée sur l'ensemble des sites et va permettre d'étayer notre approche cohérente. Donc ça permettra quelque part de donner à voir cette dimension du bien en série. Mais ça c'est une des conditions, c'est un des chantiers de ce qu'on mène à l'échelle finalement de toute cette candidature au patrimoine mondial. Il y a des dimensions tout autre et beaucoup plus large qui a trait à la gestion des paysages, à la question des aménagements, des liens avec également les bourgs, à la question des modèles touristiques, des modèles économiques, de l'embarquement des populations aussi derrière. Donc tout ça sont autant d'éléments qu'on porte. Mais là, c'est vrai qu'on traite d'un sujet phare majeur, de dire on a cette approche et cette méthodologie et cette philosophie à l'échelle des édifices qu'on veut pouvoir décliner.